pas, Paris, c'est comme le Disneyland sociologique. En direct de la fête de l'humanité. Donc en gros, paillettes, vous pouvez venir me parler, pas de paillettes, vous me laissez tranquille. On parle de quoi alors? On parle de vêtements. Est-ce que l'habit fait le moine? Alors pas du tout. Je suis sûr que la tectonique va revenir, tu vois. C'est sûr, c'est certain. Mais en fait, véridiquement, elle est jamais partie. Alors d'abord, je mets les chaussettes plutôt propres. Vous faites la fête, vous? Mais pourquoi on fait la fête? On va en soirée, on rencontre, on donne de soi, on reçoit des autres. Alors est-ce que c'est pour la musique, pour la danse, pour se libérer ou pour s'oublier? Ici, on va parler de fêtes et de musiques électroniques parce que c'est celles-là qu'on aime et qu'on fréquente. Que ce soit Détroit, berceau de la techno, ou Berlin et Manchester ensuite, sans oublier la jungle en Grande-Bretagne et la house de Chicago, ces fêtes ont toujours revendiqué un mode de vie différent, une inclusion plus grande, une remise en cause des normes. Alors il en reste quoi aujourd'hui? Cette émission vous emmène discuter avec les fêtardes et actrices de la fête que nous avons rencontrées le temps d'une soirée autour d'un thème choisi à l'avance. Quand vous en aurez marre de discuter, on ira vers le dance floor avec une sélection musicale à notre sauce. Quand on va en soirée, souvent on s'apprête, on choisit une tenue pour l'occasion. Une tenue qui nous représente, dans laquelle on est bien. Ou justement, est-ce qu'on ne serait pas tenté de jouer un personnage? On y va en sachant qu'on va être vu et que les autres auront probablement eu une réflexion autour de leurs vêtements. Est-ce que ils ou elles vont me juger? Et peut-être que moi aussi je vais les juger, consciemment ou non. Alors dans cet épisode, on allait vous demander, est-ce que l'habit fait le moine? Un minimum, ou du moins essaye de faire le moine, tu vois. La personne qui veut se faire passer pour un moine a juste à mettre une aube, tu vois. Et en vrai, on peut le croire, tu vois. Mais en vrai, on est tous déguisés, tu vois. On essaye tous de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou les gens qui s'habillent trop bien sapés, tu vois, ça pue. Alors pas du tout. C'est vrai? Pour moi pas du tout. L'habit fait pas du tout le moine. J'en suis la preuve. Je pense qu'il faut juste s'habiller en étant à l'aise. Comme on a envie d'être. Tu vois, on reste normal. Dans ton plus simple appareil parce que c'est là où tu vas te sentir le mieux et donc tu seras en confiance avec toi-même. En cette fin d'été, on s'est rendu dans 3 festivals. La Fête de l'Humain, Contour Festival et Dream Nation, pour vous interroger sur votre rapport aux vêtements et à l'apparence. Avant toute chose, nous vous avons demandé quel bout de tissu cousu entre eux avez-vous choisi pour sortir vous présenter au monde aujourd'hui. Alors, restez concentrés. Je suis habillé tout en noir. J'ai une veste de l'association de ma sœur, un pantalon Célio Alibal et des chaussures Vans que j'ai achetées au Mexique parce que je prends l'avion. J'ai l'habitude de m'habiller en noir, mais aujourd'hui le thème c'était de fêter la fin de l'été. Donc je me suis dit bon, il faut quand même que ça se ressente. Là je porte un bleu de travail que j'ai acheté 15 € sur Vinted. Et je porte un kawaii violet que j'ai trouvé au fripe pour 5 €. The outfit of the day, mother and daughter. Coucou maman, coucou ma chérie. Alors moi aujourd'hui je voulais faire look blanc parce qu'il faisait beau, pareil un peu sur la même vibe, c'est la fin de l'été, il fait beau. Aujourd'hui, alors je porte une petite casquette achetée dans une friperie, je sais plus où, des petites chaussures au cac pour courir très vite, un petit pantalon cargo afin de y placer mes paquets de cigarettes et tout accessoire très utile à faire la fête, un t-shirt taché de ketchup parce que je suis un gros porc. Ouais, j'ai un mini shorty à paillettes pour briller et une longue chemise à pois de multicolore. Genre, okay. Voilà. En mode chill, hein. Ça fait, je suis en bob piou piou, motherfuck. Voilà, kawaii à 17 € de chez Intersport, le moins cher là. Et petit t-shirt Levi's taché, tu connais, propre d'aujourd'hui mais taché. Le caleçon c'est celui d'hier, donc voilà. Et le pantalon c'est celui d'hier. Et les chaussettes je les ai retournées, donc on est bien. Ah bah ça annule, ça annule. Donc on est plutôt bien là. On est plutôt bien. Alors aujourd'hui je suis plus couverte qu'hier, mais parce qu'il fait un peu froid. Mais sinon d'habitude c'est plus en jupe, colorésie et haut un peu pas trop habillé. Ok. Et là t'as des paillettes et tout sur le Oui, visage. des paillettes, maquillage et tout. On fait ce qu'on fait pas d'habitude dans la vie de tous les jours. C'est ça, en fait. Quand on est en festival, on peut s'habiller un peu comme on veut. Il n'y a personne qui nous embête et tout, alors que dans la vraie vie, on peut pas s'habiller comme ça, quoi. Donc on en profite là. Moi c'est un peu plus adapté à la température, mais pareil fripe, les chaussures fripe, t-shirt fripe,
pull fripe aussi. Ah, moi j'ai pas du tout réfléchi autant que ça. J'ai trouvé un pantalon dans la tente et du coup je l'ai mis. Nous, je crois, on est du côté esthétique, mais en même temps esthétique pas pratique, donc bon, voilà. Une veste d'ouvrier parce que là c'est GT. Ah, en tongs, ça par contre c'est toute l'année. Hiver, été, c'est pieds nus ou tongs toute l'année. Même s'il pleut. Même s'il pleut. Je suis habillée en Mère Noël. J'ai un jean en dessous la robe parce que je trouve que le layering c'est trop bien. Faut continuer cette trend, elle est géniale. C'est plein de couleurs donc c'est forcément plus fun quand on est dans un festival. Petite casquette avec une hélice. Casquette quand même. Pour le swag, parce qu'en plus je ressemble un peu à Dustin donc c'est génial. Vous aviez toutes et tous des tenues super variées pour sortir. Quelles sont les raisons derrière ce choix ? Moi j'ai cherché à m'habiller avec des choses très pratiques, très solides, très légères et du coup j'ai aussi réfléchi mais juste pour cette question-là, pas question de style et je me sens pas très bien comment je me suis habillée mais c'était vraiment pour que ça soit pratique parce que du coup je suis bénévole là sur la fête et du coup que ça puisse résister à la pluie, au vent, pour enlever des couches, rajouter des couches, enfin bref voilà et j'étais pas bien dans mes chaussures, Lisa m'a apporté des chaussures donc c'est pas le top de ma forme vestimentaire. Et j'ai choisi celui-là parce qu'il est tout doux et tout pratique. Il est solide. Globalement, j'ai pas l'impression d'être superficielle au point de me dire ok, faut que je réfléchisse à chaque soirée que je fais, indépendamment de la météo ou quoi. Genre, j'ai vécu 1 an en Suède, je sais que ça sert à rien de mettre des crop tops quand il fait moins 20 dehors, quoi. Donc voilà. Ok, moi je me suis habillé en couleur. Justement, je me dis que c'est la fête de l'humanité. L'humanité, ça représente plein de couleurs différentes. Je me suis dit que c'était adapté au thème, quoi. Non, j'essaie d'allier quand même pratique et esthétique. Ouais. Moi je dirais que la petite limite c'est de me sentir bien dans ma tenue. Je vais pas non plus mettre des artifices partout mais si je me sens pas bien je profite pas forcément de ma soirée. Ouais. Donc je me mets dans une tenue qui me plaît et qui me fait me sentir bien. Et j'avais aussi envie d'être un peu en loose pour être confortable parce qu'on va danser évidemment. Je suis plutôt côté confort, esthétique oui. Mais c'est pour pas être à l'aise au final ou je sais pas avoir froid ou tomber malade, un truc comme ça, c'est quand même moins agréable au final. Donc là, quand on fait la fête, on mélange esthétique et confort. Mais de manière générale, ça vous prend du temps de vous habiller le matin ? Moi personnellement, je réfléchis à l'harmonie des couleurs et je fais très attention à ma peau parce que j'ai une skincare, j'ai le teint glossy. Moi j'ai une technique de fou, c'est que je trie le propre et le sale et je mets le propre. Solide. Du coup, un temps moyen de réflexion, 2 minutes. Ça dépend vraiment des jours. Aujourd'hui, je suis en vadrouille, donc c'était mode survie. Mais sinon, des fois, j'aime bien réfléchir et à sortir les couleurs. Il y a une période où, oui, quand j'étais beaucoup plus jeune, vers l'adolescence, où j'étais là en mode le regard des autres. Maintenant, je m'en bats les couilles. Okay. Puis, à force, tu connais ton style et tu fais des fois des choix beaucoup plus rapidement. Ouais. Pour être très précis, il y a quelques années dans ma vie, j'étais genre le sac poubelle qui se trimballe avec des gens stylés. Et du coup, je les ai kidnappés pour qu'on aille faire des courses d'habits. Et du coup, j'ai relevé le niveau à peu près. Non, je prends les premiers trucs qui arrivent. T'es chill quoi, t'es simple. Ouais, simple, efficace. Hein. Il y a eu pour certains, certaines, une évolution au fil des années et aussi en changeant de ville. Donc s'habiller, c'est pas juste des bouts de tissu, mais ça en dit long sur nous. Des fois en festoche, j'aime bien mettre des petites paillettes, parce que c'est cool. Ça en plus donne une intention là ouverte aux gens. Je suis quelqu'un de sympa, vous pouvez venir me parler. Donc en gros, paillettes, vous pouvez venir me parler. Pas de paillettes, vous me laissez tranquille. Moi justement, en fait, je m'habille en couleur pour attirer les gens, pour pouvoir discuter parce que j'adore être social et partager des choses. Donc ouais, forcément. Mais en fait, ce que je comprends pas par rapport à ces gens-là qui s'habillent en noir, ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer en soirée. Et justement qu'ils aient envie d'être dans leur bulle et tout, mais quand même de venir me voir et de me dire mec trop cool ta veste. Et il y en a un, je lui dis mec pourquoi toi t'es pas en couleur? Il m'a dit juste l'habitude quoi. J'ai l'impression que lorsqu'on s'habille en noir, on aime être enfermé sur soi-même. Et c'est vrai que c'est un signal qu'on donne où on ne veut pas forcément être abordé. Non, moi je m'habille en noir, j'ai envie d'être un peu dans mon cocon et je me sens bien dans ce cocon. Et c'est vrai qu'une personne avec beaucoup de couleurs va être quelqu'un qui va être très ouvert d'esprit, extravagante, plus facile d'accès en tout cas. Déjà, la manière dont on s'habille peut trahir notre humeur. En plus de communiquer notre humeur, ça a l'air de aussi conditionner pas mal notre confiance en nous. Moi j'aimerais bien essayer d'autres styles, j'aimerais bien essayer d'autres choses. Et je pense que l'habit, il conditionne une certaine confiance en fait. Et moi aujourd'hui, la façon dont je m'habille, c'est ma confiance. Ou plutôt être
Ma flemme ou pas avoir de confiance justement, je sais pas, il y a un peu un truc comme ça. Il y a des choses aussi que j'ose pas porter alors que ça me plaît, mais voilà. Ah, comme quoi? Je sais pas, des choses que je trouve belles sur les autres, mais soit que je trouve qui m'iraient pas, ou juste un peu osées et que du coup, qui demandent de s'affirmer peut-être plus que ce que je m'affirme moi pour l'instant. Cet été, on est allé dans un festival à côté de Berlin où il est fortement encouragé de créer ses costumes. Et ça, moi, j'en garde un grand souvenir et c'est ce qui me manque un peu dans ce genre de soirée, c'est qu'on n'est pas assez créatif. Donc c'est l'anecdote là, c'est d'avoir le plaisir de se déguiser en fait. Et pour moi, la soirée, on pourrait un peu plus aborder ce côté création de soi, costume, qu'on fait très peu au final à Paris. Du coup, quand j'étais enfant, forcément, ma mère m'habillait, donc j'avais pas forcément de style choisi, enfin mon style propre. Ouais. À l'adolescence, c'est vrai que je me suis fait influencer par les différents styles vers lesquels les styles de personnes que je fréquentais surtout. Ouais. Des personnes marginales, des hippies, des punks, et du coup mon style a beaucoup évolué par rapport à ça. Et maintenant, en apprenant d'autant plus à me connaître avec l'âge, je sais plus précisément le type de vêtements que j'aime et les choix sont beaucoup plus évidents. Mais non, moi je portais une perruque bleue parce que j'adore porter des perruques. Donc je portais une perruque bleue, j'avais une robe de nuit achetée en satin, achetée 2 € qu'une copine m'avait toute déconstruite, donc j'étais très fière dedans. Vous écoutez le Micro-Trottoir, diffusé un mardi tous les 2 mois à 21h. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Et vous alors? Est-ce que vous jugez les gens à leur apparence? Je pense que le jugement, c'est inévitable. Genre, tu peux rien, t'apportes inévitablement un jugement sur quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, à vrai dire. C'est pas, ça va pas connoter quelque chose de forcément négatif, mais du coup, pour être honnête, oui, évidemment, parce que je sais que l'esthétique est politique, donc du coup, forcément, ça t'associe à des valeurs. Enfin, ça en dit extrêmement long sur toi, ce que tu décides de mettre comme habit, d'où ça vient, tout ça. Donc oui, je dirais qu'en effet, je juge des gens qui mettent des costards cravates dans notre école, par exemple. Tout comme je vais aussi juger des personnes qui ont un style similaire au mien, ou du moins un style que j'apprécie, parce que je vais juger en me disant « Ah, c'est stylé ». Je crois que je le fais un peu de manière automatique et je voudrais un peu plus le contrôler, mais je crois que je le fais un peu, quoi. Et après, je me reprends. Mais il y a des choses qui nous viennent, un peu les stéréotypes, tout ça, choses comme ça. Ouais. Pareil, de manière inconsciente, forcément, on se fait des idées, des projections, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir déconstruire tout ça parce que, vraiment, c'est pesant, mais en même temps, on peut se dire que c'est une question de style, d'expression, donc je suis assez partagée entre les deux, mais quand même, j'ai envie d'aller au-delà, surtout des habits, quoi, franchement. Je préfère prendre ça comme une identification plutôt qu'un vecteur de jugement, parce qu'on ne peut pas s'en détacher. En soi, c'est un peu automatique de juger ou du moins porter un regard. Mais typiquement, mon père me dit tout le temps ça, il me dit un tatouage, ça va donner une image de toi, un message sur un t-shirt, ça va donner une image de toi, les gens vont t'associer à quelque chose. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on ne s'associerait pas à quelque chose si c'est ce qui nous fait nous sentir pas faire partie d'une communauté? Donc quand c'est positif, moi je suis pour, sinon j'y crois pas trop. Oui, je juge les gens à leur apparence et j'essaye de ne pas tenir compte des biais les plus classiques. Donc il y a un espèce d'exercice conscient de lutte contre mes instincts de préjugés. Et du coup, il y a, je pense, les préjugés dont je suis conscient que j'arrive à compenser et les préjugés dont je suis pas conscient, j'arrive pas à compenser, donc... À zéro. Okay. Au contraire, j'adore voir parfois des accoutrements un peu atypiques, c'est que j'ai pas l'habitude de voir les deux, parce que je trouve ça hyper, ouvert d'esprit. Et c'est bien ce serait bien que les gens arrêtent de se regarder les uns les autres, tu vois. Ça ferait beaucoup de bien. Un minimum, je pense, ouais. C'est dommage, mais ouais, un minimum, ouais. Et moi, je pense quand même que les habits disent un peu des choses de nous et qu'on ne les a pas choisis par hasard non plus. Donc je trouve que ça parle aussi de notre personnalité, etc. Et donc des fois, on peut le prendre en compte pour aussi un peu comprendre la personne ou quoi. Moi, je pense. Après, moi, je suis d'avis, les gens qui s'habillent un peu trop propre sur eux, comme je le dis, les gens pingouins dans ma boîte, où tu sais très bien que le week-end, c'est t-shirt, machin. Ou même, il y en a qui mettent des costards le week-end. T'as envie de dire, mais toi, t'es un sociopathe, psychopathe, je sais pas, mais t'as un problème. On se sent donc un peu mal de juger, pourtant on le fait malgré nous. Est-ce que c'est par curiosité, par voyeurisme ou par instinct de survie? La phrase « il ne faut pas juger un livre à sa couverture », bien ancrée dans nos codes moraux pourtant, montre quand même ses failles quand on voit notre besoin vital de s'abreuver de visuels, d'esthétique et de boards Pinterest. Le lookisme et lookophobie, de l'onglet look, apparence, est la discrimination à raison de l'apparence physique. Dans l'apparence, il y a les choses inchangeables comme la taille et les choses changeables comme les vêtements. Le lookisme catégorise les individus selon des normes qui changent selon les époques, mais favorise toujours la classe dominante. C'est donc à la fois la conséquence d'un système de hiérarchisation sociale, mais aussi un outil nécessaire à l'exercice de son pouvoir. C'est ce que nous explique notamment Rose Cabido, artiste-chercheuse, spécialisée dans l'exploration des couleurs et de leurs enjeux sociaux. Selon nos envies, nous aimons plus ou moins juger les autres, mais une chose est sûre, nous n'aimons pas être jugés. Mise en situation, il est 11h, un dimanche avec un peu de soleil, moment à ne pas louper. Les yeux à moitié ouverts, tu enfiles un sweat, sans forme, un jogging, des baskets avec les lacets défaits bien sûr, ton casque qui tire tous tes cheveux vers l'arrière sans créer de forme cohérente. Et tu sors de chez toi, avec la ferme envie de trouver de quoi remplir ton frigo. Tu sors, tu commences à suivre le chemin vers l'épicerie et là, horreur, tu avais oublié que tu habitais aux abords du canal Saint-Martin. Face à toi, tout le gratin des Cool Kids se prélasse et se photosynthétise le long de l'eau. Layering travaillé, foulard à pattern, mèches décolorées, mulets, bagues, bracelets et chaînes, veste en cuir, lunettes de soleil noires, moustache et barbe mal rasée, piercing, trench coat, pantalon oversize. Un pincement au cœur, tu te sens moche d'un coup. Tu montes le col de ton sweat pour t'enfoncer un peu plus dedans. Tu essayes d'ajuster ta tenue pour donner un peu plus de forme. Est-ce que les regards que je sens sur moi sont réels ou pas? Tu accélères le pas, ce n'est pas traumatisant, mais ce n'est pas la meilleure sensation non plus.
suffit qu'on marche près du canal Saint-Martin, qu'on n'ait pas prévu ça, et là d'un coup on sent que tout le monde a prévu sa tenue, et pour peu qu'on soit nous, juste qu'on le traverse parce qu'on a quelque chose à faire, on le ressent, on se fait waouh. Ou parfois le 9e, parce que là c'est des personnes qui ont du capital, donc oui les habits sont très sympas. Et là où d'un coup on sent que bon, il faut se dire bon, il faut dépasser ça. Mais oui, après, c'est extrêmement violent Paris. Ouais, tu vois, tu peux te mettre une plume dans le cul, mets-toi ta plume dans le cul, mais si tu fais ça ici, tout le monde va te regarder. J'ai habité au Canada, personne te regarde. Tu peux te mettre une plume dans le cul, des paillettes sur les yeux un lundi matin, et personne te regarde, tout le monde est dans la tolérance, et ça je trouve ça très sympa. Et tu le vois, hein, le principe de la terrasse à Paris, où les chaises sont alignées et le cliché t'as une clope, tu regardes de haut en bas les gens. Ça en dit long sur qui sont les Parisiens d'une manière générale. Donc j'aurais tendance à dire que ce jugement il est inconscient et on s'en doute parce que même nous hein, on le fait d'une certaine manière aussi. Hein. Moi le premier, je m'assois, des fois je regarde, je dis regarde comment elle est bien habillée. Ou alors je dis putain regarde. J'y réfléchis un peu plus qu'avant, surtout depuis que je suis à Paris. Je pense que j'ai fait un peu plus attention en voyant les gens comment ils s'habillent. Et du coup j'essaie de plus harmoniser aussi les choses. Avant je faisais pas du tout attention à ça, ou pas dans cette manière. Trouver des gens qui s'aiment, parce qu'on en manque un peu à Paris quand même. Hein. Ouais, tu penses? Ah, terrible. Putain, moi je veux partir d'ici parce que les gens s'aiment pas, tout le monde se regarde. Toi t'es de Paris à la base? Ouais. Ah merde. Ouais, terrible. Désolé pour toi. Ah, une punition. Mais c'est vrai que dans la rue, au jour le jour, je trouve qu'il y a très peu de tolérance. Ouais. T'as les cheveux bleus, on va te regarder. T'es un mec, t'as 15 bagues, on va te regarder. T'as du vernis sur les ongles, on va te regarder. Donc, ouais, c'est marrant. Moi j'aimerais juste dire aux gens, faites ce que vous voulez. On n'a rien à foutre du regard des autres et soyez heureux avec ce que vous êtes et puis voilà quoi. Très beau. Et on en a rien à branler en fait. Parce que de toute façon on va tous mourir très vite. Ce qui nous a intrigués pendant ces interviews, c'est que spontanément, des groupes individuels mentionnaient cette pression et ce regard rempli de jugement, apparemment typiquement parisien, et plus spécifiquement dans certains quartiers branchés et bobos. Paris, ville de la mode, où les gens auraient plus d'argent à investir dans la garde-robe, répondant à des attentes plus hautes qu'ailleurs. Voir des gens bien sapés, ça met la pression. On devient conscient de cet aspect et le lendemain, on met 20 minutes de plus à choisir sa tenue. Est-ce que ce jugement est palpable ou imaginaire? La réponse reste floue et incertaine. Non, je pense que c'est plus une forme de menace du stéréotype, c'est-à-dire qu'on projette nos peurs, parce qu'en fait les personnes se moquent de ça. Et puis non, Paris, au pire, il y a un regard de haut en bas, mais ça c'est le classique. Mais c'est vrai que d'autres capitales comme Berlin, on sent plus que c'est un peu foutraque et que les personnes peuvent sortir. Alors c'est très travaillé quand même. Oui, c'est ça. C'est très travaillé, mais il y a plus ce côté, voilà, j'associe des choses, ou même à Londres aussi. Paris, au final, c'est assez stéréotypé. Je trouve que c'est moins intéressant au niveau style. Ouais. C'est beaucoup plus punk, je trouve, des capitales autour. Après, j'ai pas fait toutes les capitales. Mais Paris, c'est très stéréotypé. Selon où on va, on sort, on voit les mêmes styles d'habits. La honte est une émotion liée à la conscience de soi, comme la culpabilité ou l'embarras. Elle se déclenche dans des contextes où on est évalué ou rejeté par les autres. Une perte d'estime, de statut ou d'acceptation sociale. Des menaces pesant sur le soi social s'accompagnent d'émotions liées à la honte, nous poussant à se retirer, apaiser ou se soumettre. C'est la théorie de l'autopréservation humaine. En particulier, le fait d'être évalué par les autres, par exemple le regard masculin ou male gaze, conduit souvent les femmes à intérioriser le regard extérieur sur leur corps et à considérer leur corps comme un objet. Vous écoutez le Micro-Trottoir, diffusé un mardi tous les 2 mois à 21h. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Qu'en est-il du style techno ? C'est quoi d'ailleurs, ce style techno ? Quand on entend cette expression, on pense tout de suite esthétique berlinoise. Le noir, lignes carrées, tranchantes et angulaires, cuir, transparence, latex, tenue teintée d'hypersexualité, provocatrice et affirmée. Des accessoires uniques aussi, surtout des piercings, une quête d'originalité. Dans un article pour 032C, Adrian Ossack, journaliste, nous présente 5 piliers du clubwear, style vestimentaire typique des clubs allemands des années 90. En premier lieu, la guerre. La mode rave emprunte aux uniformes, cargo, bottes, gilets, vêtements protecteurs. Les vêtements de fête prévus pour se protéger et survivre à la nuit blanche. Le style est subversif, anti-establishment, proche du punk. Ensuite, le postmodernisme. Le clubwear joue l'ironie et le détournement. Citation de logo, références pop, mash-up visuel. Un autre pilier, le DIY. L'esprit rave encourage l'autonomie. Personnalisation, détournement, pièces bricolées. Faute de moyens ou par provocation, les looks se composent d'objets trouvés, recyclés ou recombinés une forme d'art vestimentaire. Le sexe. La nudité est peut-être l'élément de mode le plus important du clubwear. La fête s'accompagne d'un rapport libéré au corps, croc-top, vinyle, peau apparente, vêtements moulants. En tant que femme, entre guillemets, tu étais soit sexy, soit farfelue, révélant le regard masculin dominant de la scène rave. Parallèlement, les hommes adoptaient des codes issus de la culture gay. Corps exposé, vêtements moulants,
juste sur les stéréotypes, la fluidité de genre, les modifications corporelles, comme les piercings et les tatouages, et la culture du corps existaient déjà largement dans les années 90. Et enfin, la science-fiction. Le futur technologique inspire designers et clubs. Typographie, ordinateur, matériaux avancés, fascination industrielle. Aujourd'hui, la techno est très populaire. On le voit simplement au nombre d'événements chaque week-end dans les grandes villes où la techno est à l'honneur. Avant, la techno c'était dans les campagnes, dans les villes en reconstruction ou en déclin, dans les marges, pas dans les capitales branchées. La mode techno s'est vue transformée, comme toutes les sous-cultures. Dans ces soirées, les tenues se sont uniformisées, polyestérisées. Le style est devenu mainstream et la fast fashion lui est tombée dessus. Les codes de la mondialisation prennent le pas sur les codes techno des marges des années 90 pour créer un genre aseptisé. Les styles, qui émergent du bas de l'échelle sociale, finissent par former des bulles qui influencent les classes supérieures. La massification, par inadvertance de certaines tendances, finit par déposséder les personnes à l'origine de ces mouvements. Il y a une ambiguïté entre l'imitation flatteuse et l'exploitation des contre-cultures et groupes minoritaires. Vous écoutez le Micro-Trottoir, diffusé un mardi tous les 2 mois à 21h. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
l'éthique dans tout ça, c'est important pour vous ? Enfin, j'achète tout de seconde main, de manière générale. J'essaye d'avoir une consommation responsable, tout en alliant quand même un certain style. Voilà, ça me prend beaucoup la tête. J'avoue que pour essayer... Et j'essaye aussi de consommer, on va dire, d'aller chez Emmaüs, d'aller dans des friperies et d'optimiser sans trop non plus répondre à mes désirs, mes impulsions. Enfin voilà, j'essaie d'être en harmonie et voilà. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai à dire d'autre. C'est très important pour moi de m'habiller avec des habits qui ne sont pas neufs. Voilà. Globalement de la fripe ou des cadeaux. Une petite chemise fripée, fripée, je veux dire chauffée en fripe. Un short pareil de seconde main et des chaussures très cassées. Mais pareil, fripe, les chaussures fripe, t-shirt fripe, pull fripe aussi. Je me suis acheté un joli manteau en faux parce que je voulais pas prendre du cuir, donc j'ai pris du cuir végétal. Mais je me suis quand même acheté ce manteau-là dans une grande surface du coup. Et du coup ça me faisait un peu chier. Mais j'arrivais sur Paris, j'avais pas de manteau, j'avais froid. Il était trop beau, il était en cuir végétal, ça soutient la cause animale, donc je l'ai pris. Donc c'est un peu des deux. Voilà. Ça compte un peu, quoi. Globalement de la fripe ou des cadeaux. Mais la fripe, c'est vraiment écolo ? D'après Emmanuel Durand, anthropologue, interviewé pour le média Uzbek Erika, c'est plus compliqué que ça. L'approvisionnement de cette filière est un réseau immense, et la fripe offre à la fast fashion une justification pour continuer de surproduire. Certaines grandes enseignes de vêtements se dotent elles-mêmes de leurs rayons de seconde main pour accroître leurs profits. Et pire encore, certaines friperies se retrouvent directement avec du neuf issu de la fast fashion, mais écarté de la vente pour X ou Y raison. Plus vicieux, il faut savoir que la vaste majorité des vêtements qu'on jette, qu'ils soient écartés de la vente pour défaut ou autre, ou simplement parce qu'on n'en veut plus, finissent sa course bien loin de chez nous. Sous couvert de bonnes intentions, on envoie ces vêtements en Afrique, au Ghana notamment, dans des quantités ingérables pour les populations locales. D'après Greenpeace France, près de 15 millions de vêtements arrivent chaque semaine à Accra, au Ghana, et 89% d'entre eux contiennent des fibres synthétiques. Ces vêtements sont entassés ou brûlés et polluent loin de chez nous. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les fripes, elles prennent ce qu'on leur donne. Donc si la filière du vêtement est sale, alors la seconde main le sera aussi. Les réseaux sont connectés. L'autre versant de la seconde main, c'est son accessibilité. Quand on parle de fripe, on peut distinguer deux modèles. Les ressourceries, accessibles, souvent bordéliques, proposant de tout et de rien. De l'autre côté, il y a les magasins vintage, une manifestation du processus de gentrification si on veut. Les fripes, vous nous en avez beaucoup parlé, elles sont populaires. Mais les fripes que vous voyez le plus autour de vous, est-ce qu'elles sont plus proches d'Emmaüs ou du Kilo Shop ? C'est Zao, la chanteuse, qui parlait des fripes. Alors moi, ça me fait plaisir quand j'entends des personnalités qui valorisent ça. Non, je trouve que c'est bien. Après, ce qui m'inquiète, c'est que je vois que les habits made in France commencent à disparaître et je commence à trouver en fripe des habits de très mauvaise qualité faits de pétrole. Donc en fait, la fripe, dans 10-15 ans, elle n'aura plus aucun intérêt parce que ce sera des habits qui sont de mauvaise qualité. Là, je vois la qualité baisser. Ça fait 19 ans. Depuis que je suis à Paris, je fais des fripes et je vois que c'est de plus en plus dur de trouver des habits made in France ou made in USA. Et je trouve ça fou. Quand je trouve des made in France, je fais waouh, ça existait. Et par contre, certaines fripes sont extrêmement chères. Donc ça devient plus accessible. C'est plutôt ça qui me gêne, c'est qu'à la base, ça doit être peu cher. Dans un article de 2002, Sonia Lehmann-Frisch, enseignante-chercheuse, y décrit un schéma assez classique de déclin d'un quartier, suivi d'une reprise et accélération de l'activité commerçante, laissant place à des magasins moins accessibles. Ce phénomène, c'est le boutiquing. Il explique l'émergence de vintage stores qui surfent sur le développement d'une conscience écologique chez les classes moyennes et supérieures pour développer une friperie pleine de vêtements sélectionnés pour leur qualité en plus faible quantité et à un tarif plus élevé. On laisse les derniers choix aux associations et aux populations les plus pauvres. Peut-être qu'il faudrait garder en tête le principe d'accessibilité de la fripe, malgré leur popularisation, pour maintenir un accès aux vêtements de qualité à toutes et tous.
On espère que ce 2e épisode du Micro-Trottoir vous aura plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser et on a déjà hâte de vous retrouver pour le prochain, que ce soit en soirée ou sur les ondes. On aimerait enfin remercier Radio Campus et tous les festivals qui nous ont accueillis, l'Humanité, Contour et Dream Nation. Nous, c'est Global Warning Collective, un collectif de musique électronique basé sur Paris qui essayons de créer des espaces d'expression et de discussion. Si vous voulez en savoir plus, on se trouve sur Instagram et ce podcast est en rediffusion sur la plupart des plateformes de streaming. À bientôt!